Welcome back. We are joined today by Kai-Achim Schönbach, the Bienvenue à retired nouveau. Vice Admiral. And, Nous sommes rejoints head of aujourd'hui the par German Kai-Achim Navy. Schönbach, So, vice-amiral à la thank you for retraite taking the et time. ancien chef de la marine allemande. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci, professeur. Si je comprends bien, vous étiez à la tête de la marine allemande jusqu'en janvier 2022, lorsque vous avez été en quelque sorte poussé à démissionner. La raison de cela, que j'ai trouvée étonnante comme beaucoup d'autres dans le monde, est que vous aviez fait des remarques lors d'une réunion en Inde qui ont été jugées controversées. Vous aviez soutenu que l'Ukraine ne serait probablement pas en mesure de reprendre la Crimée et qu'il serait plus judicieux de traiter les Russes avec davantage de respect. Je crois que la citation était que Poutine mérite du respect. Or I think the quote was that Putin deserves respect. So from my understanding, this wasn't even a normative Donc, decision. d'après ce que je comprends, il ne s'agissait même pas d'une position normative sur la question de savoir si la Russie devait garder la Crimée. C'était simplement la reconnaissance qu'il n'y avait aucune chance de reprendre la Crimée à la Russie. Je pensais que cela devait avoir du sens, beaucoup de sens, du bon sens au moins. Ce serait une position ou un argument acceptable, puisque reconnaître la réalité est souvent très important pour élaborer les meilleures politiques. Et avec le recul, je dirais que de nombreuses vies auraient pu être sauvées si les gens avaient écouté des personnes comme vous. Mais au lieu de cela, vous avez été contraint de quitter votre poste de chef de la marine allemande. Je me demandais si vous pouviez expliquer ce qui s'est passé à cette époque. Quelle raison, par exemple, a été donnée pour votre éviction? Tout d'abord, dois-je vous appeler professeur ou puis-je dire Glenn? Glenn, nous pouvons être informels? Oui, je pense que votre introduction était parfaite, déjà une déclaration parfaite. Très bien alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, car comme vous l'avez dit, cela a été perçu comme controversé, cependant le gouvernement allemand n'avait pas vraiment de position claire à ce moment-là sur cette question. Tout cela était lié au fait que j'ai visité New Delhi en 2022, comme vous l'avez mentionné, en janvier, lors du voyage de la frégate allemande Bayern. C'était la première fois en 10 ans depuis la dernière visite d'une frégate ou d'un navire allemand en Asie de l'Est. Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés au Pakistan, puis en Inde, à mi-chemin avant de rentrer à Wilhelmshaven, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Ils étaient à Mumbai. Après avoir rencontré le ministre des Affaires étrangères à Delhi et assisté à divers autres rendez-vous, j'ai été invité à relativement court préavis à ce qu'on pourrait appeler une double réunion qui a duré environ 3 heures et demie au total. Elle impliquait 2 groupes de réflexion situés dans une banlieue de New Delhi. Lors du deuxième rendez-vous, on m'a demandé de donner une conférence et d'animer une courte séance de questions-réponses qui ne devait durer que quelques minutes. La conférence elle-même avait bien sûr été coordonnée avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense à Berlin. Pendant la brève séance de questions-réponses, une jeune femme dans la salle, souvenez-vous, c'était pendant la période du Covid, donc nous étions répartis dans différentes pièces. Elle m'a demandé ce que je pensais qu'il devrait se passer ensuite avec la péninsule de Crimée. Vous pouvez le voir dans la vidéo. J'ai répondu que je ne savais pas vraiment, mais que je ne m'attendais pas à ce que la Fédération de Russie rende volontairement la péninsule de Crimée. J'ai dit quelque chose comme « La Crimée est perdue, elle ne reviendra pas ». Cependant, cette déclaration a été interprétée dans les médias allemands comme si j'étais d'accord pour que la péninsule de Crimée reste une partie de la Fédération de Russie et comme si j'approuvais les actions de la Russie. Je vous prie de m'excuser de le dire ici sur cette chaîne, mais cette interprétation de mes propos et de ma position était totalement absurde, simplement du n'importe quoi. Bien sûr, je ne partageais pas ce point de vue.
J'avais déjà fait une présentation en faveur de l'Ukraine sur ce sujet à l'OSCE à Vienne 1 an plus tôt, lors d'une audition sur la question en ma qualité de chef de la délégation allemande. En conséquence, j'ai reçu une haute distinction ukrainienne, et même après ce soi-disant scandale, j'ai reçu la médaille d'honneur de l'Université de Kiev. Donc à cet égard, Glenn, tu peux voir que je n'ai en aucun cas voulu considérer le statut de la péninsule de Crimée autrement que comme une partie de l'Ukraine. La deuxième question, celle que tu as mentionnée plus tard lorsque j'ai dit « Poutine le mérite », venait d'un participant qui m'a demandé ce que je pensais que la Fédération de Russie ou le président Poutine voulait ou attendait. J'ai dit, en substance, que je ne savais pas, bien sûr, mais si je devais spéculer, je supposerais que la Fédération de Russie et son président souhaitent être traités comme des partenaires égaux. J'ai ensuite établi un lien avec le mot « respect ». J'ai dit que si l'on me demandait ce que voulait Poutine, c'était probablement le respect. Ce que je voulais dire par là, c'était le respect du droit de la Russie à défendre ses propres intérêts de sécurité à ses frontières occidentales. Mais, point essentiel, je parlais bien de respect. Ce que je n'ai pas dit, et que je ne voulais pas dire, c'est qu'il fallait se plier aux exigences de la Russie, ou accepter tout ce qu'elle voulait. Plus tard, j'ai ajouté, et même lui y a droit, mais cela ne visait pas personnellement Vladimir Poutine. Cela faisait référence au président de la Fédération de Russie. J'ai ensuite poursuivi en disant que si ce n'était que cela, simplement du respect en ce sens, cela pouvait être obtenu à faible coût, voire sans coût. Or, cette vidéo, qui ne montrait qu'un très court extrait de la conférence et de la discussion de 3h30, a été divulguée sans le contexte environnant. Parmi les experts présents dans la salle et devant les caméras, il n'était pas nécessaire de répéter toutes les 2 minutes que nous ne soutenions pas les actions de Moscou. C'était absolument clair. À partir de cette fuite, qui ne comprenait qu'un des 3 enregistrements audio, on m'a ensuite accusé d'être un partisan de Poutine et un sympathisant de la Russie. En conséquence, les choses ont été présentées ainsi. Les médias allemands ont exercé une forte pression sur la ministre de l'époque, Christine Lambrecht. C'était une femme ministre, si bien qu'elle s'est sentie obligée de me démettre de mes fonctions. J'ai alors démissionné moi-même. J'ai constaté que la ministre et mon supérieur militaire, le chef, étaient plus ou moins impuissants et ne voulaient pas se battre pour moi, ni au moins corriger cette présentation mensongère et me soutenir. Oui, c'est la vie. Eh bien, ce que vous décrivez a également été observé chez les journalistes et dans le milieu universitaire. Par exemple, des personnes comme le professeur John Mearsheimer et d'autres ont souligné depuis une vingtaine d'années que les principales préoccupations de sécurité de la Russie étaient liées à sa crainte de voir l'Ukraine tomber dans l'orbite de l'OTAN. Et comme le soutient Mearsheimer, si l'on ne reconnaissait pas ou ne respectait pas ces préoccupations de sécurité, alors, eh bien, il devenait nécessaire de protéger l'Ukraine. Car si les inquiétudes de la Russie étaient ignorées, elles risquaient de réagir d'une manière qui détruirait l'Ukraine. Ainsi, encore une fois, lorsque des personnes comme Mearsheimer ont avancé cet argument, cela a été considéré comme une position pro-ukrainienne. Autrement dit, si nous ignorons les préoccupations de sécurité de la Russie, alors, en substance, l'Ukraine périra. De la même manière, si l'on installait une base militaire chinoise au Mexique, il faudrait respecter les préoccupations de sécurité des États-Unis. Sinon, le Mexique périrait. Ainsi, la position pro-ukrainienne ou mexicaine consisterait également à en tenir compte. On peut, bien sûr, ne pas être d'accord avec cette analyse, mais ce que je trouve stupéfiant, c'est qu'il n'est plus permis de la formuler. En somme, si l'on veut se montrer solidaire de l'Ukraine, cela semble désormais signifier qu'il faut ignorer tout le reste et foncer tout droit. Je me demandais comment vous interprétez cela.
was wondering how you make sense of this. They were really turning it around and Ils étaient vraiment en train de redresser la situation et, enfin, je crois que c'était le vice-secrétaire à la défense des États-Unis qui a dit que c'était une réaction puérile de la part du gouvernement allemand ou de la ministre allemande de la Défense. Mais pour être honnête, ce n'était pas la ministre de la Défense. C'est elle qui m'a formellement expulsé, oui, mais cela venait du côté des Verts dans la nouvelle coalition. La coalition venait tout juste d'être formée quelques semaines plus tôt. Et Madame Baerbock, comme vous le savez, elle se présente maintenant à la tête de l'Assemblée générale à New York. Aux Nations unies, c'était elle. Elle a dit « D'accord, je ne veux plus de lui dans les forces armées ». Et bien sûr, ce que l'on recherche dans une coalition, surtout au tout début de son mandat, c'est le silence. Tu n'as aucun problème, vraiment. Et donc, j'étais la victime mineure, ils m'ont mis dehors. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, je n'en suis plus amer aujourd'hui. Je pense que la première année a été difficile, mais maintenant, ça remonte à 4 ans. En fait, 1 an ou 2 avant cela, j'étais passé à la télévision allemande, car j'avais une assez bonne réputation dans le domaine de la politique militaire allemande. J'avais souligné que nous faisions face à une menace en mer Baltique, en particulier en mer du Nord et en mer de Norvège, à cause du réarmement des flottes russes de la Baltique et du Nord. Et donc, ce type qui disait vraiment « Hé, regardez, voici la menace, concentrez-vous là-dessus », s'est retrouvé, du jour au lendemain, à cause d'une sorte de radicalisation, soudainement étiqueté comme un partisan de Poutine. Je trouve ça très ridicule. Et je ne le suis toujours pas. Mais bon, c'est la vie. Eh bien, ce que je trouve extraordinaire, et votre cas l'illustre parfaitement, c'est cette incapacité actuelle que j'ai remarquée à même discuter des questions de sécurité. Pas seulement la Russie, mais aussi l'Iran ou la Chine. Toute l'idée de traiter les rivaux avec un certain respect, qu'ils ne sont pas maléfiques, qu'ils ont des préoccupations et des intérêts en matière de sécurité, semble être une nouveauté. Je veux dire, vous avez rejoint la Bundeswehr, je crois en 1984. Et pendant la guerre froide, nous étions capables de discuter des préoccupations de sécurité de nos adversaires. Pas parce qu'il fallait les applaudir, mais parce que si l'on reconnaît leurs préoccupations, on comprend alors ce que nos politiques et nos réactions peuvent provoquer. Et donc, nous ne faisons plus cela. Nous ne parlons plus seulement des questions de sécurité, mais aussi de la manière dont nous parlons des dirigeants étrangers. Vous avez dit qu'il faut également respecter la Russie. Mais de nos jours, la façon dont nous parlons des dirigeants est complètement différente de celle de l'époque de la guerre froide. C'est très émotionnel, plein de termes chargés moralement. Tous nos adversaires sont des autocrates, des tyrans, des dictateurs, des brutes. Je veux dire, nous n'avions pas cela pendant la guerre froide, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Cela ne semble pas servir la diplomatie. Est-ce de la posture politique intérieure? Comment expliquez-vous cette transition? Vous étiez là des années 1980 aux années 1990. Savez-vous pourquoi nous avons commencé à parler de cette manière? Oh, c'est une bonne question. Je pense que je peux dire, surtout pour l'Allemagne, que cela a beaucoup à voir avec la morale et le moralisme. Nous étions vraiment en train de nous éloigner de cette idée. Dans les forces armées, nous disions toujours « prenez du recul et adoptez une vision plus large ». Et bien sûr, nous avions de bonnes, enfin, pas très bonnes, mais correctes, relations commerciales, morales et suffisantes avec l'Union soviétique à cette époque. En Allemagne, nous avions ce dicton « Tant que nous commerçons les uns avec les autres, il y a la possibilité d'exercer une influence sur l'autre partie, une influence mutuelle, au bénéfice de la paix et de la stabilité. » Mais aujourd'hui en Allemagne, et je pense dans une grande partie de l'Europe occidentale, probablement aussi aux États-Unis,
bien que dans une moindre mesure qu'en Allemagne et en France, tout devient toujours une question de morale. Et ils ne parlent pas de stratégie, ils parlent d'opération ou de tactique. C'est toujours une question de morale, mais jamais d'acceptation de la réalité. Et comme je le dirais dans ce contexte, d'accord, je n'aime probablement pas ce que font le président Poutine et le gouvernement russe. Je n'aime pas ce que font les Iraniens. Mais je crois que c'était sur votre chaîne avec le colonel McGregor, dont je suis un grand admirateur. Il a dit que plus important que d'être dominant, que de dominer un autre pays ou une région du monde, c'est d'avoir des conditions stables. La stabilité est impérative. Il est plus important d'avoir de la stabilité, une relation stable avec d'autres pays et régions, plutôt que de dire « D'accord, maintenant je déploie des armées partout dans le monde, sur des soi-disant têtes de pont, et ensuite j'essaye de dominer cette région. » Non, une situation stable, c'est tout. De quoi s'agit-il exactement? Je pense que nous avons perdu cette compréhension. Maintenant, je ne pense pas que ce que nous avions dans les années 1950 ou 1960 était vraiment nuancé. Les Russes et les nations du pacte de Varsovie étaient d'un côté et nous étions les bons de l'autre. C'était noir et blanc. Et nous avons perdu cela au début des années 1990. Je ne sais pas. C'est probablement comme la Rome antique qui avait besoin, avec Carthage, d'un adversaire, d'un ennemi pour se définir. Et quand l'ennemi a disparu, après la Troisième Guerre contre Carthage, Rome a commencé à décliner. Et je pense que plus ou moins nous voyons la même chose aujourd'hui. Oui, c'est un bon point. Je pense souvent qu'après la guerre froide, lorsque nous avons en quelque sorte redécoupé l'Europe, nous avions aussi besoin d'un nouveau cadre normatif pour définir le « nous ». Qui sommes-nous et qui sont eux? Nous avons dû tout définir en termes de démocratie libérale contre autoritarisme, parce que je crois que c'était plutôt confortable pendant la guerre froide. Les deux camps acceptaient les lignes de partage idéologique. Nous étions les capitalistes, ils étaient les communistes. Nous étions les chrétiens, ils étaient les athées. Mais ensuite, bien sûr, après la guerre froide, lorsque cela a été imposé unilatéralement, cela a peut-être pris une forme plus grossière. Ce que je trouve fascinant, c'est que tu n'es pas le seul en Allemagne, parmi les dirigeants allemands, à t'être inquiété de cette évolution. Je parlais avec l'un de vos collègues, le général Harald Kujat, ancien chef de l'armée allemande et également plus haut représentant militaire au sein de l'OTAN. Il souligne lui aussi qu'il a été une erreur d'ignorer les préoccupations de sécurité des adversaires, la Russie en l'occurrence, et de rejeter la voie diplomatique. C'est toutefois une évolution intéressante pour l'Allemagne, car elle occupait un rôle assez unique pendant la guerre froide. C'était le pays de l'Ostpolitik, qui proposait que l'engagement et la compréhension mutuelle pouvaient constituer une voie importante vers la paix, plutôt que de simplement chercher à vaincre l'adversaire. Ce type d'engagement diplomatique visait à réduire la compétition sécuritaire et à renforcer la paix. Voyez-vous un éloignement de cette approche? Car encore une fois, je parle en tant qu'observateur extérieur à l'Allemagne. Oui, mais vous venez de mentionner le général Kujat. Je ne peux qu'être d'accord avec lui. Je le tiens personnellement en haute estime. Nous deux, ainsi que les autres experts militaires que vous avez cités, avons à plusieurs reprises souligné et démontré que négliger les intérêts de sécurité de la Fédération de Russie n'est pas un signe de force. Il est indiscutable que les pays de l'OTAN, y compris ceux qui ont rejoint l'Alliance lors de son élargissement, se trouvaient dans une position plus forte. Lorsque la Géorgie et l'Ukraine ont été désignés comme futurs alliés lors du sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, il ne faut pas oublier que l'Allemagne et la France étaient les deux pays qui, à l'époque, s'étaient initialement opposés à l'adhésion
l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Germany and France were the two countries that initially opposed Ukraine's membership of NATO at the time. Today, people like General Kurt and Aujourd'hui, des personnes comme le général Kujat et moi-même sommes souvent comparés aux partisans du Premier ministre britannique Neville Chamberlain, qui, lors des négociations avec Adolf Hitler, peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, pensait que la politique dite d'apaisement pouvait empêcher l'Allemagne d'entrer en guerre. Revenons donc à votre question. Reconnaître que la Fédération de Russie a des intérêts de sécurité légitimes à sa frontière occidentale n'a rien à voir avec l'apaisement, mais relève plutôt de la prévoyance stratégique. À mon sens, une image différente de la Fédération de Russie a été cultivée depuis longtemps dans certaines capitales occidentales, et surtout à Washington, comme je l'ai dit, avec cette pensée manichéenne. L'Occident avait remporté la guerre froide, comme on le dit aujourd'hui, et il ne s'agissait plus que de s'étendre davantage vers l'Est et de maintenir la Fédération de Russie à une taille réduite. Cependant, comme je l'ai appris au fil de nombreuses conversations avec des responsables politiques des pays de l'OTAN, beaucoup ne s'attendaient pas à ce que la Fédération de Russie se rétablisse aussi rapidement et de manière aussi durable, tant sur le plan économique que militaire. Et aujourd'hui, le président russe, avec le soutien de son peuple, il ne faut jamais l'oublier, a formulé une exigence claire, que les intérêts de sécurité de la Russie à ses frontières occidentales soient respectés, comme je l'ai déjà dit en Inde. Et je pense que vous avez tout à fait raison de dire que l'Allemagne était autrefois une puissance diplomatique importante, jouant un rôle de médiation. Malheureusement, ce n'est pas seulement avec la ministre des Affaires étrangères Baerbock ou maintenant avec M. Wadful que nous avons perdu cela de vue à Berlin, mais aussi dans d'autres pays et surtout à Berlin. Et aujourd'hui, nous voyons de nouveau apparaître, oui, une fâcheuse tendance dans certains cercles à négliger les préoccupations de sécurité d'autres États, pas seulement celles de la Russie. Il en va de même pour la Chine, l'Iran et Israël. Le personnel politique, et je ne parle pas ici de critiques stupides contre les politiciens, ne vous méprenez pas, le personnel politique en Allemagne, et je pense aussi en Norvège, vous pouvez vérifier cela, mais également dans d'autres pays et au sein de la Commission européenne, n'a pas toujours le niveau nécessaire pour prendre les bonnes décisions en ces temps difficiles et dangereux. Lorsqu'on me demande pourquoi nous ne discutons pas des préoccupations de sécurité de la Russie ou pourquoi nous avons cessé d'en parler, je ne peux que dire que j'ai l'impression qu'après sa victoire dans la guerre froide, l'Occident estime désormais avoir le droit de déterminer le destin de toutes les nations d'Europe, y compris celui de la Russie apparemment. Cela s'est révélé être une erreur fatale compte tenu du soutien à l'Ukraine. Que est incompréhensible. Encore une fois, ce n'est pas un signe de faiblesse de la part du monde occidental que de faire des concessions à la Fédération de Russie sur certains points. Je pense que notre objectif ultime, doit toujours être l'intérêt national, la paix, la réconciliation, l'équilibre et de bonnes relations commerciales. Notre but ne peut pas être de faire en sorte que la Fédération de Russie ou d'autres pays similaires soient affaiblis au point de se sentir obligés de riposter, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, ce sont de discussions au plus haut niveau, et je pense que nous y viendrons, de cessez-le-feu et d'offres de paix de toutes sortes. Et encore une fois, je le répète, l'acceptation de nouvelles réalités. Je comprends que ça doit être très difficile pour tout patriote ukrainien d'accepter la cession d'une partie du territoire de son pays à la Fédération de Russie. Même si je ne suis qu'à peine impliqué, je le mentionne simplement parce qu'on m'a posé une question à ce sujet lors d'une interview hier soir, je peux très bien comprendre cela,
et je réagirais probablement de la même manière si j'étais ukrainien. Mais maintenant, il s'agit de mettre fin aux morts et à la souffrance, et ce n'est pas qu'une simple formule. Il n'y a pas d'alternative à cela. À cet égard, en regardant l'occasion manquée à Istanbul, à partir des documents d'Istanbul d'avril 2022, Kiev doit à nouveau se demander si céder la région du Donbass, ou la partie restante de la région du Donbass qui n'est pas actuellement occupée, à la Fédération de Russie, constitue une contribution douloureuse à la paix, mais selon moi, une contribution nécessaire. Eh bien, c'est intéressant ce que vous avez dit à ce sujet. Personne ne s'attendait à la reprise rapide de la Russie. C'était un thème clé, je me souviens, dont de nombreux dirigeants américains discutaient dans les années 1990 dans le contexte de l'élargissement de l'OTAN. L'idée était en gros que nous devions simplement gérer le déclin de la Russie. Mais il y avait des hommes d'État de premier plan, comme George Kennan, qui faisaient remarquer que la Russie ne resterait pas faible et qu'elle se rétablirait. Et une fois rétablie, elle chercherait à nouveau à faire respecter sa sécurité. Il avait prédit que nous qualifierions alors la Russie de maléfique et d'impérialiste. De même, le secrétaire à la défense de Clinton, William Perry, avait déclaré qu'il avait même envisagé de démissionner, car cela conduirait inévitablement à un conflit avec la Russie. Donc encore une fois, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que ces sujets pouvaient autrefois être discutés ouvertement, contrairement à aujourd'hui, où les gens sont écartés de leurs fonctions pour avoir fait des remarques qui devraient relever du bon sens. Et comme je l'ai dit, en 2008, de nos jours, on n'a même plus le droit de dire que la Russie a pu se sentir menacée par l'expansion de l'OTAN. Cela est perçu comme une preuve de sympathie envers la Russie, et on vous étiquette alors d'anti-occidental ou quelque chose du genre. Mais Angela Merkel elle-même a souligné que la raison pour laquelle l'Ukraine ne pouvait pas recevoir de plan d'action pour l'adhésion était que Moscou l'interpréterait, je cite, comme une déclaration de guerre. Et Burns, le directeur de la CIA, a également indiqué dans son célèbre mémo que cela risquerait probablement de déclencher une guerre civile en Ukraine, puis une intervention militaire de la Russie, ce qu'elle ne voulait pas faire. Encore une fois, même l'ancien directeur de la CIA, Robert Gates, a déclaré que pousser l'expansion jusqu'à la Géorgie et à l'Ukraine allait vraiment trop loin. C'était imprudent, et cela ne tenait pas compte des préoccupations de sécurité de la Russie. C'est quelque chose que nous avons échoué à faire, a-t-il dit. Je veux dire, qui irait traiter Robert Gates de poutiniste ou de Poutine-verster? C'est tellement absurde. Et il y avait aussi l'ambassadeur britannique à Moscou, Roderick Lyne, qui disait la même chose. Si vous voulez déclencher une guerre avec la Russie, alors essayer de faire entrer l'Ukraine dans l'orbite de l'OTAN serait la meilleure façon de le faire. Là encore, non pas comme une recommandation, mais comme un avertissement. Donc, toutes ces choses pouvaient être dites. Mais maintenant, c'est fini. C'est très étrange de voir à quelle vitesse tout cela s'est produit. Oh, thanks. En effet, comme vous venez de le rappeler, il y a eu tant de voix, non seulement venant de petits États comme l'Autriche, la Suisse ou la France, mais aussi de l'entourage de Washington. Tant de personnes avisées ont dit « Allons, ne franchissez pas ces lignes rouges ». Et nous venons d'évoquer le sommet de Bucarest en 2008, la première fois que le dirigeant russe a participé à cette réunion. Et là, il a dit « Ne faites pas cela maintenant ». D'accord, il a dit plus que cela, mais tout de même, ne le faites pas. C'est pour nous une ligne rouge. Et bien que tout le monde le savait, et que la réaction de la France, du président français et de Madame Merkel, notre chancelière à l'époque, le reflétait probablement, ils ont tout de même accepté, sachant sans doute au fond d'eux-mêmes. D'accord,
Peut-être qu'à l'avenir, nous les pousserons à aller plus loin. Mais tout le monde le savait, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a vu, et cela a continué. Et c'est, je pense, oui, d'accord, maintenant c'est en allemand, ce qui signifie, d'accord, maintenant le temps est écoulé, vous pouvez discuter encore et encore, mais maintenant nous sommes dans cette guerre, et c'est la fin du développement, et nous ne savons pas ce qui viendra ensuite. Eh bien, je pense que cela remonte peut-être à ce que vous disiez plus tôt, que tout le langage a désormais glissé de la stratégie vers un langage moralisateur. Vous savez, c'était déjà chez Machiavel, il y a 500 ans, dans Le Prince, où Machiavel écrivait que les hommes ont tendance à voir le monde tel qu'ils voudraient qu'il soit, et que c'est là leur perte. En d'autres termes, il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Mais lorsqu'on doit constamment s'exprimer dans ce langage normatif, l'opposé sera perçu comme une trahison. Nous entrons alors sur un terrain dangereux. Mais sur ce point, vous aviez soutenu lors de cette réunion en Inde que l'Ukraine ne serait probablement pas en mesure de reprendre la Crimée de toute façon, qu'elle ne pourrait pas la reconquérir. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'était censé être une constatation factuelle plutôt qu'un argument normatif suggérant que la Russie devrait la garder. Mais pourquoi pensiez-vous qu'il était évident que la Russie ne rendrait jamais la Crimée? Je dirais que ce n'était même pas une déclaration normative. C'était vraiment une déclaration d'ordre militaire, avant tout, car j'étais assis là en uniforme, comme on peut le voir dans la vidéo. De mon point de vue, la raison pour laquelle la Crimée, et peu de gens le savent, c'est que même les provinces des oblasts, comme on les appelle en russe, Kherson, Zaporizhia et d'autres, ont été données par la Russie à l'Ukraine simplement pour l'aider à survivre. Car la RSS d'Ukraine au départ était absolument incapable de survivre en tant que république. Ces territoires lui ont donc été attribués. Pour des raisons historiques, je pense que c'était l'un des motifs. Et avant tout, de nombreuses personnes russes, des Russes ethniques, vivent sur la péninsule de Crimée. Et comme vous vous en souvenez, nous avons déjà eu un référendum dans les années 1990, puis un autre. Oui, après l'arrivée des hommes verts, ces soldats au tout début, après la prise de la péninsule de Crimée et son intégration comme nouvelle province ou nouvelle oblast à la Russie. Je pense que les habitants de cette péninsule ont toujours aspiré à être réunis avec la Russie. Bien sûr, depuis le sommet d'Helsinki, nous savons qu'il n'est pas permis, qu'il n'y a pas d'autorisation de modifier les frontières par la force. Cependant, je pense qu'après cette prise, et encore une fois, c'était en 2013-2014, maintenant, 6 ou 8 ans plus tard, nous parlons toujours de ramener la Crimée à l'Ukraine. Et rien qu'avec le début de la guerre en 2022, cela est devenu un nouvel objectif, ou plutôt un rappel, ne pas oublier la Crimée. Je pense qu'il faut accepter la réalité. Et la réalité, c'est que les habitants de la Crimée veulent rester avec les Russes. Je ne crois pas que quiconque en Europe ou au sein de l'OTAN ait vraiment pensé que la Russie accepterait que la Crimée, avec Sébastopol, avec la flotte russe de la mer Noire, devienne une petite enclave entourée de pays de l'OTAN. C'est impensable. Vous ne me ferez pas croire que les gens à Bruxelles, à Mons ou à Washington croyaient vraiment que cela pouvait fonctionner. Et c'est pourquoi je pense qu'ils resteront avec nous et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Oui, la dimension du pouvoir est intéressante, car je pense que c'est la principale raison pour laquelle ils ont pris la Crimée, bien sûr. Il n'est pas controversé de dire qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre la flotte de la mer Noire. S'ils avaient perdu la flotte de la mer Noire, leur présence dans la mer Noire aurait été presque réduite à néant, voire disparue. Et encore une fois,
depuis un millénaire, c'est l'un des grands défis de la Russie. Avoir un accès fiable aux mers. Ainsi, au nord-ouest, ils ont toujours eu ces 3 étendues d'eau, l'Arctique, la mer Baltique et la mer Noire. Et la principale préoccupation était que les grandes puissances maritimes, les hégémons, qu'il s'agisse des États-Unis ou du Royaume-Uni, chercheraient à les contenir en leur coupant cet accès. Donc vous voyez, il y avait beaucoup en jeu ici. Et l'idée qu'ils y renonceraient, je n'y crois tout simplement pas. Et comme vous l'avez dit, même de nombreux sondages et médias occidentaux ont diffusé des enquêtes sur ceux qui voulaient rejoindre la Russie. Et vous savez, ce n'étaient pas seulement des Russes ethniques, des Ukrainiens ethniques, des Tatars, ils étaient tous favorables. Je m'en souviens très bien parce que, enfin, en Norvège, lorsque le référendum a eu lieu, nous avions des journalistes de la télévision nationale sur place qui ont rendu compte des célébrations en disant que presque tout le monde voulait rejoindre. Mais c'était à l'époque. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de le dire. Donc, vous savez, la réalité doit toujours céder la place au récit. Mais encore une fois, reconnaître qu'ils le veulent ne signifie pas qu'il faut dire que cela est conforme au droit international. Cela ne veut pas dire qu'il faut le soutenir ou le légitimer. Cela veut simplement dire que c'est la réalité. Mais non, je trouve ça désolé. Je me permets d'intervenir sur ce point, car je pense que c'est devenu une expression standard que l'on entend désormais dans toutes les discussions et les interviews, et qu'on retrouve bien sûr dans les médias, lorsque nous parlons de l'ordre international fondé sur des règles ou du droit international. C'est intéressant à observer, et on le voit aujourd'hui en Iran, et nous parlons de la Russie et du conflit en Ukraine orientale ou en Europe de l'Est. Il est intéressant de se demander que peut-on vraiment dire du droit international. Le droit international est utile en temps de paix. Je sais ce que je suis en train de dire. Et si nous étions assis dans une salle plus grande, on me lancerait probablement des œufs pour avoir dit cela. Mais le fait est que le droit international et l'ordre international fondés sur des règles ont bien sûr, depuis 1945, été dominés par l'Occident. Et maintenant, l'Occident est relativement en déclin. L'Europe n'a pas disparu pour toujours, mais en ce moment, elle est vraiment au plus bas. Et Washington ne fait plus que livrer les dernières guerres d'une nation en déclin. Mais je pense que nous devrions vraiment commencer en Allemagne, en Norvège, en Europe occidentale. Nous devons commencer à accepter la réalité. Je sais que cela semble naïf. C'est facile à dire, facile à exiger, facile de penser que c'est quelque chose que tout le monde devrait accepter. Mais nous fuyons toujours. Je le vois dans la classe politique de mon pays. Elle fuit sans cesse. Nous sommes mis au défi, et alors nous commençons à nous détourner et à changer de direction. Mais d'un point de vue moral quelque peu irréaliste, du point de vue selon lequel nous parlons d'un ordre international fondé sur des règles, les choses devraient se passer ainsi et ainsi. Et bien que nous le disions, personne ne nous écoute. Ils continuent simplement. Washington agit de cette manière, Moscou agit de cette manière. Pékin le fait en Extrême-Orient et s'approche maintenant de plus en plus du Moyen-Orient. Et probablement que d'autres pays comme l'Inde ou bientôt l'Indonésie feront de même. Nous restons de plus en plus sur la touche à simplement donner des notes. Je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je suis désolé d'interrompre. Non, je pense que c'est un point important à souligner. Mais je voulais te demander, comment l'évalues-tu maintenant? Parce que cela remonte à janvier 2022. Nous sommes maintenant en mars 2026, 4 ans après le début de cette guerre. Que vois-tu que la Russie cherche à accomplir? Quels sont ses principaux objectifs dans cette guerre? Je pense que nous avons déjà abordé la plupart des aspects, mais pour résumer, il y a de nombreuses raisons à cela.
Ce que je ne crois pas, c'est que Poutine se soit réveillé un matin en se disant « Tiens, maintenant, je rétablis l'Union soviétique ». Je pense que c'est absurde. Il y a sans aucun doute des raisons politiques liées au coup d'État du Maïdan, au cours duquel la Russie a eu le sentiment d'avoir été mise à l'écart sans être consultée. Il y a aussi des raisons historiques, comme nous venons de le dire, car nous n'oublions jamais ces provinces, comme la Crimée, qui, comme je l'ai mentionné, avait été à l'origine donnée à l'Ukraine par la Russie sous le secrétaire général Khrouchtchev. C'était principalement pour des raisons économiques, afin de rendre l'Ukraine viable. Mais il y a aussi des raisons ethniques, dont nous parlons justement. Mais je pense que l'aspect le plus important, le plus évident tout au long de son histoire, est que nous ne regardons pas seulement la Crimée, mais aussi le Donbass. Marquée par ces expériences, la Russie a toujours voulu disposer d'une zone tampon entre elle et d'éventuels conquérants. Et dans son passé, les conquérants venaient toujours de l'Ouest, jamais du Sud, ni de l'Est, ni du Nord. Bien sûr, une Ukraine neutre était acceptable. Ils l'ont même dit lors des négociations avec les États-Unis après la rencontre entre Poutine et Trump à Anchorage, en Alaska. Ils pouvaient dire, d'accord, l'Ukraine pourrait être un partenaire de l'UE-MEBL, voire un membre de l'UE-MEBL. Cela pourrait être acceptable. Mais un possible point d'appui pour les partenaires de l'OTAN à sa frontière occidentale. Cela est totalement inacceptable. Et c'est ce qui s'est passé lors du réajustement de 2008 à Bucarest. En résumé, je pense que cette conquête n'a pas été, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais il semble qu'elle n'ait pas été sérieusement planifiée. Son exécution était trop amateur pour cela. Mais maintenant, il s'agit de contenir l'OTAN en Europe de l'Est. Je pense que c'est leur principal objectif, reformer une zone tampon, que l'Ukraine soit un partenaire ou un membre de l'UE-PRE. Et c'est tout. Je ne veux pas passer à la question suivante, mais à un autre domaine. C'est la même chose qui avait été négociée à Bucarest, la Géorgie. Nous avons déjà eu la guerre entre la Russie et la Géorgie. Si l'OTAN avait poursuivi avec la Géorgie, nous aurions eu le problème suivant. J'espère qu'il y a des gens sages dans les capitales pour ne pas faire cela. Oui, recommencer cela encore une fois. Je pense que ce serait une énorme erreur. Mais encore une fois, nous avons tiré suffisamment de leçons de cette guerre, ou du moins, espérons-le, les bonnes leçons. Si vous deviez proposer une solution à cela, parce que je sais, et beaucoup l'ont soutenu, je sais qu'un Allemand du Parlement européen, Michael von Schulenburg, a écrit ces lettres, signées par le général Harald Kujat, sur la manière dont ils envisagent la fin de cette guerre. Avez-vous une idée de la façon dont, selon vous, nous pourrions y mettre un terme? Parce que je sais que le sentiment dominant est souvent que, eh bien, maintenant que la guerre a commencé, la cause importe peu. Vous savez, nous sommes dans ce pétrin maintenant. Mais d'un autre côté, si l'on veut résoudre un conflit, il faut s'attaquer à ses causes profondes. Et encore une fois, les Russes ont indiqué très clairement qu'ils ne sont pas intéressés par un cessez-le-feu temporaire qui ne prendrait pas en compte les préoccupations de sécurité ou la compétition sécuritaire qui ont déclenché cette guerre au départ. Comment voyez-vous une issue possible à cela? Parce qu'une fois que la guerre dure depuis 4 ans et qu'elle s'est transformée en conflit territorial, il devient très difficile de parvenir à un accord. Je ne peux pas faire ça. Vous avez demandé, et je pense que c'est ce que nous devons vraiment faire avant de commencer à parler, pas nous, mais avant que les discussions ne commencent, de la manière de gagner la paix, une paix durable. Nous devons vraiment examiner les leçons de ce que nous avons mal fait auparavant. Je pense qu'il y a quelque temps, vous savez, l'ancien général américain Ben Hodges, une figure plutôt conservatrice, je crois qu'il était le chef de l'armée américaine en Europe,
a dit que même la petite armée finlandaise pourrait balayer l'armée russe du champ de bataille. Impressionnant. En d'autres termes, ma première leçon en regardant la fin de ce conflit, qui doit toujours être apprise et aurait pu être connue à l'avance, est que la plus grande erreur est d'être arrogant et de sous-estimer son adversaire. Le refaire au déclenchement de la guerre a été une grave erreur. Une autre erreur que nous devons éviter et que nous observons non seulement en Occident, mais aussi dans d'autres régions du monde, consiste à ignorer, comme nous l'avons évoqué, les préoccupations et les intérêts sécuritaires d'autres pays. L'arrogance, la suffisance et la vanité sont les grands ennemis de la diplomatie, de la stratégie et de la guerre. Nous devons tous comprendre que nous assistons à un profond bouleversement des rapports de force, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. L'Europe, et peut-être l'ensemble de l'Occident, doit comprendre que l'époque où l'on pouvait agir librement, sans résistance, dans toutes les régions du monde, est révolue. Et d'autre part, compter à 100%, voire à plus de 1000%, sur notre ami et partenaire américain pour l'éternité, je pense que nous devons être extrêmement prudents à ce sujet. Ainsi, l'Allemagne et d'autres pays, et je pense que cela est pertinent, même si ce n'est pas une réponse directe à la question de savoir comment mettre fin à la guerre, mais plutôt à ce que nous devons faire nous-mêmes. Et vous, en Norvège, l'avez déjà fait, tandis que l'Allemagne et d'autres ont encore du retard à rattraper à cet égard. La plupart devraient se concentrer sur leurs propres forces armées et la résilience de leur société. À mon avis, cela inclut la réintroduction du service militaire universel. Notre ministre de la Défense, Boris Pistorius, a introduit le terme « préparation à la guerre » pour souligner que l'Allemagne a, comme je l'ai dit, du retard à combler. Et je pense que dans le conflit actuel, ce n'est que par des négociations menées en parallèle avec les événements sur le champ de bataille, avec la médiation des États-Unis et d'un État du Golfe, je crois qu'il s'agissait d'Oman, que les deux parties étrangères peuvent parvenir à un compromis mutuel sur les questions litigieuses. Il est à craindre que l'Ukraine doive céder une partie de son territoire. Et la Russie, si je devais conseiller le président Poutine, ce qu'il ne m'a jamais demandé de faire, aurait également tout intérêt, ne serait-ce que pour des raisons de communication extérieure et pour la période qui suivra, à faire des concessions qui permettraient finalement à toutes les parties de signer un traité de paix. Plus tard, et j'en ai déjà parlé, l'Ukraine pourra-t-elle devenir membre de l'Union européenne? Oui, peut-être, même si cela n'a pas encore été décidé. L'adhésion à l'UE représenterait une charge énorme pour les autres États membres, en particulier pour l'Allemagne. L'Ukraine n'est pas prête pour l'adhésion. Et je ne veux pas dire par là que je ne souhaite pas qu'elle rejoigne l'Union. Je sais ce que les gens diront en entendant cela. Mon Dieu, il est contre. Non, je ne suis pas contre. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas aptes à devenir membres. Et de plus, il faut également tenir compte des États qui se préparent depuis tant d'années. Ils figurent sur la liste d'attente pour satisfaire aux critères d'adhésion. L'Ukraine peut-elle devenir membre de l'OTAN? Non, absolument pas. Je suis fermement convaincu que la demande formulée par la représentante aux affaires étrangères Kallas et d'autres États européens, selon laquelle l'admission de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas négociable, conjuguée à la question territoriale, constitue la principale raison pour laquelle un cessez-le-feu ou une paix ne peuvent être atteints. Les Russes ne veulent pas d'un cessez-le-feu, ils veulent directement la paix. Je pense qu'il faut trouver une voie des deux côtés, l'Ukraine et la Fédération de Russie, pour répondre à leurs préoccupations. Si les États européens veulent vraiment jouer un rôle important, et ils n'en jouent aucun, du moins pas un rôle utile, dans le processus de paix,
alors les mesures de renforcement de la confiance militaire ne suffisent pas du tout. Je pense qu'ils devront présenter des propositions concrètes qui défendent les intérêts de l'Ukraine, tout en donnant à la Russie des raisons de faire des compromis. Cela pourrait inclure une démilitarisation progressive, des zones démilitarisées le long de la ligne de contact, des arrangements de sécurité provisoires répondant à la fois aux préoccupations ukrainiennes et russes, ainsi que des formules créatives pour les zones contestées, permettant la reconstruction et le retour des réfugiés. En résumé et pour conclure, je crois que les premières étapes à entreprendre consistent à intensifier les négociations, non pas en public, mais à huis clos. Parce que si trop de gens regardent cela, je pense que ça gâche tout. Il faut trouver, dans le monde entier, des nations prêtes à déployer des contingents le long de la ligne de contact en Ukraine pour surveiller la paix sur une période relativement longue. Et ce n'est pas parce que je suis en faveur de cela. Sinon, on dirait « Oh, il est encore un sympathisant de Poutine ou de la Russie ». Il est bien sûr inimaginable que ces nations puissent être des pays de l'OTAN, des pays européens membres de l'OTAN. Ils ne veulent pas de l'OTAN à leurs frontières occidentales. Donc, ne faites pas de telles propositions. Cela n'a aucun sens. Oui, et aussi difficile que cela puisse être, il est nécessaire de reconnaître qu'une paix et une stabilité durable en Europe ne seront possibles que si la Fédération de Russie est réintégrée dans les relations commerciales. Et les différentes organisations que nous avons, l'OSCE, ils font toujours partie de l'OSCE, bien sûr, mais il y en a d'autres, comme vous le savez certainement, et cela impliquera également la levée progressive des sanctions. Progressive. Et il ne s'agit pas simplement d'alléger pacifiquement les sanctions, il s'agit vraiment de se rassembler, de négocier, puis petit à petit, ils devront lever ces sanctions au fil du temps. Il faut trouver un moyen de donner à la Russie la possibilité de participer. Je sais que cela semble très naïf, mais il s'agit de leur donner la possibilité de prendre part à des projets de reconstruction en Ukraine, si nécessaire, sans que cela soit perçu comme des réparations. Comme je l'ai dit, je sais que cela paraît naïf, mais il ne serait possible de parvenir à un équilibre ici qu'en avançant par petites étapes. J'ai toujours pensé que l'adhésion à l'Union européenne pouvait être quelque chose de positif, dans la mesure où l'Ukraine obtiendrait ainsi quelque chose de concret après tout cela, de sorte que la paix ne soit pas trop humiliante. Mais je suis d'accord avec toi sur la question de la préparation à rejoindre l'Union et sur l'opposition interne à ce sujet. C'est très problématique. Et comme tu l'as dit, l'arrogance doit disparaître. J'ai souvent pensé que cela était aussi lié à la façon dont la guerre froide s'est terminée, car avec la victoire, la victoire a un prix, et ce prix, c'est l'hubris. Une fois que l'on devient un hégémon ou un hégémon collectif, et que l'on détient tout le pouvoir, il n'y a plus vraiment besoin de stratégie. On n'a pas à établir de priorité sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ni sur les concessions à accorder, car on peut être partout. On peut imposer sa volonté à chaque fois. Et si l'on fait des choses stupides, des erreurs stupides, ou que l'on s'engage dans des guerres stupides, on peut toujours en absorber le coup. On n'est plus aussi concentré lorsqu'on est tout-puissant, contrairement à quand on fait face à un adversaire. Je pense donc que même la diplomatie s'est dégradée, car lorsqu'il n'y a plus d'égal, la diplomatie prend la forme d'une relation entre un professeur et un élève. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu de la part de Lavrov en Russie. Il soulignait toujours que la diplomatie avait été remplacée par des ultimatums et des menaces. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours exact, mais il est important de reconnaître que la diplomatie a fondamentalement changé. Donc, si je peux juste glisser une dernière question ici. Étant donné que l'une des conséquences de cette guerre a été l'adhésion de la Suède et de la Finlande,
Cela exerce une pression à la fois sur l'Arctique et surtout sur la mer Baltique. Cela place également Kaliningrad dans une position très vulnérable. Comment voyez-vous, même une fois cette guerre terminée, si, disons, nous obtenons un accord de paix, si Dieu le veut, quelles tensions futures pourraient selon vous apparaître? Si nous ne parvenons pas à relier cela à un accord plus large sur l'architecture de sécurité européenne, car, comme les Allemands et les Français le disaient depuis 30 ans, nous devons éviter le danger qu'une Europe construite sans la Russie devienne une Europe contre la Russie. Alors, si nous reconnaissons que l'architecture de sécurité européenne est quelque peu fragilisée ici, comment voyez-vous l'impact de cela sur les relations futures entre les Européens et les Russes? Je pense qu'il n'y a pas d'alternative à cela. Probablement pas comme avant le Maïdan. Le type de relation que nous avions dans les années 2000 ou même dans les années 90, je ne pense pas que nous puissions y revenir. L'histoire avance dans une seule direction. Mais je crois que si nous parvenons à un traité de paix, la question sera à quoi ressemblera-t-il après les négociations? Je pense que nous commencerons lentement. Pas à partir de l'Ukraine ou de la Pologne, bien sûr, ni des pays baltes non plus. Je pense que la France et l'Allemagne prendront les devants. La France le fait déjà, comme vous l'avez entendu. Le président Emmanuel Macron a proposé d'organiser ces négociations à huis clos. Et l'Allemagne doit vraiment franchir ce cap et dire « Allons-y, nous réformons notre diplomatie. Nous revitalisons la diplomatie que nous avions dans les années 1990 et dans la première décennie du XXe siècle, et nous recommençons à parler à Moscou. » Comme je l'ai dit au tout début de notre conversation, l'Allemagne était une nation passerelle entre l'Ouest et l'Est. Concernant l'Iran et la guerre là-bas, pendant longtemps, nous n'étions pas très bien considérés par Washington. Nous restions pourtant un partenaire de Téhéran, sans accepter ce qu'il faisait, sans y être favorable. Mais tant que nous maintenons une forme de diplomatie de liaison, nous conservons ces liens et la possibilité d'influencer ce qui s'y passe afin que la situation ne devienne pas trop radicale. Au moment où nous avons rompu les liens, et c'est la situation actuelle en Europe, nous ne voyons plus vraiment ce que les Russes et d'autres font en coulisses. Ces murs. Et nous avons besoin de ce lien. Nous avons besoin de rétablir ces canaux de communication. Cela se mettra peut-être en place très très lentement, mais il n'y a pas d'alternative. Je pense que l'Allemagne doit aller de l'avant. Nous restons, même si cela ne durera peut-être pas longtemps. La Norvège est probablement en train de nous dépasser, la plus forte économie de ce continent. Et je pense que nous devons être les premiers, une fois la paix signée, à reprendre le dialogue avec Moscou, puis à entraîner les autres avec nous. Et oui, ce ne sera plus jamais comme en 1992 ou 1993, mais nous devons trouver un nouveau format. Je crois vraiment que c'est la seule voie possible. Eh bien, on a l'impression que nous nous dirigeons droit vers la catastrophe. Donc l'Europe a désespérément besoin d'un changement de cap. Mais pour changer de cap, il faut d'abord voir où l'on s'est trompé et quelles autres voies sont possibles. J'espère vraiment que les gens commenceront à écouter des personnes comme vous au lieu d'écarter des personnes comme vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Oui, professeur Glenn Diesen, merci beaucoup.